Hello, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous imaginer un instant. Vous êtes un étudiant brillant, promis à un grand avenir. Une soirée banale entre amis sur le campus, un départ en solitaire, et puis plus rien. Plus de nouvelles, aucune trace, aucun indice. C'est exactement ce qui est arrivé à Joshua Guimont. Un jeune homme de 20 ans, disparu sans le moindre indice dans la nuit du 9 novembre 2002. Une disparition qui, plus de 20 ans plus tard, reste un mystère total. Que s'est-il passé cette nuit-là? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette affaire troublante. Alors installez-vous bien et c'est parti. Oh putain, non! Joshua Guimont est né le 18 juin 1982. Ses parents sont Brian Guimont et Lisa Chenet. Dès l'âge de 4 ans, il a déménagé de Redwood Falls, Minnesota, à Maple Lake, où il a grandi. Il s'est distingué dès son jeune âge par son excellence scolaire et son engagement communautaire. Il était à la fois major de sa promotion et président de la classe de l'école secondaire Maple Lake en 2000. Par la suite, il est entré à l'université St. John, une école catholique située à Collegeville, Minnesota. Le campus de St. John s'est notamment entouré de 2500 acres de bois et de lacs. Joshua était un étudiant brillant qui se spécialisait en sciences politiques et prévoyait de devenir avocat ou politicien. Avant novembre 2002, plusieurs incidents impliquant des tentatives d'enlèvement et de harcèlement de jeunes hommes avaient été signalés dans la zone entourant le campus de St. John. Au moment de sa disparition, Joshua était un jeune homme de 20 ans, résidant dans une chambre du dortoir Saint-Maur. Il mesurait environ 6 pieds de haut, avait les yeux bleus et les cheveux blonds, et pesait environ 176 livres. Il avait une cicatrice verticale de 4 pouces sur l'une de ses épaules. Dans la nuit du 9 novembre 2002, Joshua travaillait sur un article dans sa chambre au dortoir Saint-Maur. À 23h06, il a quitté sa chambre pour se rendre à une fête dans un appartement situé dans le dortoir de Mettencourt, accompagné de ses amis. Il n'avait pas pris avec lui son portefeuille, ses lunettes et d'autres objets personnels importants. Selon ses amis, il était de bonne humeur tout au long du trajet vers la fête. Lors de la fête, il a participé à une partie de poker avec 8 ou 10 autres personnes. Il aurait aussi consommé entre 7 et 12 bières, mais il n'était pas particulièrement éméché, ça allait encore. Vers 23h45, il s'est levé et a quitté l'appartement sans rien dire. Selon plusieurs sources, ses amis ont pensé qu'il était retourné au dortoir Saint-Maur ou qu'il était allé simplement aux toilettes. Certains des participants à la fête n'ont pas immédiatement remarqué son départ. Ils ont simplement pensé qu'il s'était endormi quelque part. Le trajet entre Mettencourt et Saint-Maur ne prenait que 3 minutes à pied. Entre ces deux bâtiments se trouve le lac Strumpf, avec un pont qui est le chemin le plus probable pour rejoindre Saint-Maur. 2 témoins ont signalé avoir vu Joshua marcher sur le pont entre minuit 15 et minuit et demi. Aucune activité n'a été relevée sur la carte de crédit de Joshua après sa disparition
et aucun retrait suspect n'a été effectué sur son compte bancaire. À partir de 23h52 jusqu'à minuit et demi, de la musique était jouée sur son ordinateur et certaines chansons avaient été supprimées, indiquant que quelqu'un l'avait utilisée physiquement à ce moment-là. Les autorités ont lancé une recherche approfondie impliquant le bureau du shérif du comté de Stern, le FBI, la Garde nationale du Minnesota et le bureau des enquêtes criminelles du Minnesota. Des plongeurs ont fouillé le lac Strumpf et le lac Gemini, voisins, sans retrouver son corps. Des caméras sous-marines et un sonar ont également été utilisés sans succès. Une autre théorie examinée par les autorités est qu'il aurait été enlevé. Les chiens ont suivi son odeur jusqu'à l'abbaye de Saint-Jean, située sur le campus, ce qui a renforcé la théorie d'une implication possible de membres du monastère. Ce lieu avait fait la une des journaux en raison d'un scandale d'abus sexuels impliquant des moines. D'autres éléments troublants ont été révélés lors de l'enquête, notamment l'effacement de certaines données sur l'ordinateur de Joshua après sa disparition. En 2008, les autorités ont récupéré des informations montrant qu'il avait échangé des messages avec d'autres hommes sous un faux profil féminin. Cela a mené à la théorie qu'il avait pu rencontrer quelqu'un en ligne et que cette rencontre aurait pu mal tourner. Un témoin a signalé qu'un homme conduisant une Pontiac orange avait été vu sur le campus avant la disparition, déposant d'autres hommes. Lorsque la sécurité du campus s'est approchée du véhicule, l'un des passagers s'est enfui. Malheureusement, avant que les autorités puissent enquêter, le véhicule a été détruit. Malgré les nombreuses pistes explorées, Joshua n'a jamais été retrouvé et sa disparition demeure un mystère. Sa famille continue de faire pression pour que l'enquête se poursuive et des recherches ont été réalisées jusqu'en 2023. Les autorités ont récemment publié des photos d'hommes non identifiés retrouvés sur l'ordinateur de Joshua, espérant obtenir de nouvelles informations. Son histoire reste l'un des cas de disparition les plus énigmatiques du Minnesota. Comme je vous le disais un peu plus tôt, dans la région où a disparu Joshua, il y a eu d'autres jeunes hommes de son âge. Chris Jenkins, un étudiant en commerce de 21 ans à l'Université du Minnesota, était un jeune homme populaire et capitaine de l'équipe de crosse. Originaire d'Eden Prairie, Minnesota, il était connu pour son sens de l'humour et sa personnalité charismatique. Le soir du 31 octobre 2002, Chris, déguisé en Amérindien pour Halloween, s'est rendu avec sa petite amie et des amis au Lone Tree Bar et Grill à Minneapolis. Vers minuit, il a été expulsé du bar, laissant derrière lui son téléphone, son portefeuille et sa veste. Le videur l'a vu tourner à gauche sur l'avenue Hennepin. Ce fut la dernière fois qu'il a été aperçu. Dans les semaines suivantes, deux autres étudiants, Michael Knoll et Josh Guimont, ont disparu dans un rayon de 160 km de Minneapolis, après avoir passé la soirée dans des bars ou à des fêtes. Tous vus pour la dernière fois près de l'eau. Ces disparitions ont alimenté la théorie d'un tueur en série ciblant de jeunes hommes le long du fleuve Mississippi. Le 27 février 2003, le corps de Chris a été retrouvé dans le fleuve Mississippi, piégé entre des bûches. Son autopsie a révélé un taux d'alcoolémie élevé et la cause du décès a été jugée indéterminée. La police a conclu à un accident ou un suicide, estimant qu'il était tombé d'un pont de l'avenue Hennepin en raison de son état d'ébriété
et d'une possible dispute avec sa petite amie. En 2004, l'affaire a été classée. Sa famille, convaincue qu'il s'agissait d'un homicide, a engagé un détective privé. Des incohérences ont été relevées. L'absence de blessures compatibles avec une chute. Des indices suggérant que son corps n'était pas resté tout le temps dans l'eau et des lacunes dans l'enquête policière initiale. En 2005, un détenu a affirmé que Chris avait été pris pour cible lors d'une tentative de vol sur le pont de l'avenue Hennepin. Son complice, frustré que Chris n'ait rien de valeur sur lui, l'aurait jeté par-dessus la balustrade. En 2006, la police a requalifié l'affaire en homicide. Cependant, la famille doute de cette version. Soulignons que Chris portait toujours ses chaussures, que son costume était intact et que son corps ne montrait pas de signes de chute brutale. Il pense qu'il a été enlevé, tué ailleurs, puis placé dans l'eau. Un suspect a été identifié en 2007, mais faute de preuves suffisantes, aucune charge n'a été retenue. Un autre individu, Jeremy Lynn Alford, était présent dans le même bar que Chris cette nuit-là et purge une peine pour un autre meurtre. Il a refusé de coopérer. Par ailleurs, un autre homme ayant fréquenté ce bar avant Chris a été drogué au GHB et failli être enlevé, renforçant la théorie d'un crime organisé. Les détectives à la retraite Kevin Gannon et Anthony Duhart soupçonnent que Chris fait partie d'un schéma plus large impliquant la noyade suspecte de plusieurs jeunes hommes à travers 11 États. Selon eux, des graffitis en forme de visage souriant retrouvés près de certaines scènes de crime pourraient être la signature d'un tueur ou d'un groupe criminel. Toutefois, cette théorie reste controversée et le FBI considère ces décès comme accidentels. Michael Knoll, un étudiant de l'université de Wisconsin-Eau Claire, a disparu le 6 novembre 2002 après avoir quitté un bar où il passait la soirée avec des amis. Au départ, la police a envisagé la possibilité qu'il soit tombé dans la rivière Chippewa, située non loin de son domicile. Le 12 novembre, des chiens pisteurs ont semblé détecter son odeur à plusieurs centaines de pieds de chez lui, près de l'eau. Mais les recherches menées n'ont donné aucun résultat. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Juste avant de quitter la vidéo, je voulais juste dire, si vous voyez une différence entre les éclairages, c'est tout à fait normal, car j'ai pas pu filmer d'un coup, j'ai dû filmer en 2 fois, une partie le matin, une partie le soir. Donc j'en suis désolée. Et je me suis rendu compte aussi, lors du montage, que j'ai eu un petit souci de micro sur ma caméra et je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis désolée, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.